A. Nous aurons peu de questions à faire sur cette première lettre de tous les alphabets. Cet article de l'encyclopédie, plus nécessaire qu'on ne croirait, est de César du Marsay, qui n'était bon grammairien que parce qu'il avait dans l'esprit une dialectique très profonde et très nette. La vraie philosophie tient à tout excepté à la fortune. Ce sage qui était pauvre et dont l'éloge se trouve à la tête du 7e volume de l'encyclopédie, fut persécuté par l'auteur de Marie Alacoque qui était riche et sans les générosités du comte de Lauraguais, il serait mort dans la plus extrême misère. Saisissons cette occasion de dire que jamais la nation française ne s'est plus honorée que de nos jours par ses actions de véritable grandeur faites sans ostentation. Nous avons vu plus d'un ministre d'État encourager les talents dans l'indigence et demander le secret. Colbert les récompensait, mais avec l'argent de l'État, Fouquet avec celui de la prédation. Ceux dont je parle ont donné leur propre bien, et par là ils sont au-dessus de Fouquet, autant que par la naissance, leur dignité et leur génie. Comme nous ne les nommons point, ils ne doivent pas se fâcher. Que le lecteur pardonne cette digression qui commence notre ouvrage. Elle vaut mieux que ce dont nous dirons sur la lettre A, qui a été si bien traitée par feu Monsieur du Marsay, et par ceux qui ont joint leur travail au sien. Nous ne parlerons point des autres lettres, et nous renvoyons à l'encyclopédie qui dit tout ce qu'il faut sur cette matière. On commence à substituer la lettre A à la lettre E dans français, française, anglais, anglaise, et dans tous les imparfaits comme il employé, il octroyé, il ployé, etc. La raison n'en est-elle pas évidente? Ne faut-il pas écrire comme on parle autant qu'on en peut? N'est-ce pas une contradiction d'écrire oi et de prononcer aïe? Nous disions autrefois je crois, je qu'octroya, j'employa, je ployais. Lorsqu'enfin on adoucit ce son des barbares, on ne songea point à réformer les caractères et le langage démentit continuellement l'écriture. Mais quand il fallut faire rimer en vers les ouai, qu'on prononçait aïe, avec les oi, qu'on prononçait oi, les auteurs furent bien embarrassés. Tout le monde, par exemple, disait français dans la conversation et dans les discours publics. Mais comme la coutume vicieuse de rimer avec les yeux et non pas pour les oreilles s'était introduit parmi nous, les poètes se crurent obligés de faire rimer François à loi, roi, exploit. Et alors les mêmes académiciens qui venaient les prononcer français dans un discours oratoire prononçaient François dans les vers. On trouve dans une pièce de vers de Pierre Corneille sur le passage du Rhin, assez peu connu. Quel spectacle d'effroi, grand Dieu si toutefois quelque chose pouvoit effrayer des François. Le lecteur peut remarquer quel effet produiraient aujourd'hui ces vers. Si l'on prononçait comme sous François Ier pouvoir par un O, quelle cacophonie ferait effroi, toutefois, pouvoir, François. Dans le temps que notre langue se perfectionnait, le plus, Boileau disait qu'il s'en prenne à sa muse allemande en François, mais laissons Chapelet par la dernière fois. Aujourd'hui que tout le monde dit français, ce vers de Boileau lui-même paraîtrait un peu allemand. Nous nous sommes enfin défaits de cette mauvaise habitude d'écrire le mot français comme on écrit Saint-François. Il faut du temps pour reformer la manière d'écrire tous ces autres mots dans lesquels les yeux trompent toujours les oreilles. Vous écrivez encore je crois, si je vous prononciais je crois en faisant sentir les deux O, personne ne pourrait vous supporter. Pourquoi donc, en ménageant nos oreilles, ne ménagez-vous pas aussi nos yeux? Pourquoi n'écriez-vous pas « je croyais » puisque « je crois » est absolument barbare?
Vous enseignez la langue française à un étranger. Il est d'accord, surpris que vous prononciez je crois, j'octroie et j'emploie. Il vous demande pourquoi vous adoucissez la prononciation de la dernière syllabe et pourquoi vous n'adoucissez pas la précédente. Pourquoi dans la conversation vous ne dites pas je croyais, j'employais, etc. Vous lui répondez et vous devez lui répondre qu'il y a plus de grâce et de variété à faire succéder une diphtongue à une autre, La dernière syllabe, lui dites-vous, dont le son reste dans l'oreille, doit être plus agréable et plus mélodieuse que les autres. Et c'est la variété de la prononciation de ces syllabes qui fait le charme de la prosodie. L'étranger vous répliquera: vous deviez m'en informer par l'écriture, comme vous m'en avertissez dans la conversation. Ne voyez-vous pas que vous m'embarrassez beaucoup lorsque vous orthographiez d'une façon et que vous prononcez d'une autre? Les plus belles langues, sans contredit, sont celles où les mêmes syllabes portent toujours une prononciation uniforme. Telle est la langue italienne. Elle n'est point hérissée de lettres qu'on est obligé de supprimer. C'est le grand vice de l'anglais et du français. Qui croirait, par exemple, que ce mot anglais Handkerchief se prononçait Handkerchief? Et quel étranger imaginerait que pan, laon se prononçait en français pan et lan? Les Italiens se sont défaits de la lettre H et de la lettre X, parce qu'ils ne prononcent plus. Que ne les imitons-nous? Avons-nous oublié que l'écriture est la peinture de la voix? Vous dites anglais, portugais, français, mais vous dites danois, suédois. Comment devinerai-je cette différence si je n'apprends pas votre langue que dans vos livres? Et pourquoi en prononçant anglais et portugais, mettez-vous un O à l'un et un A à l'autre? Pourquoi n'avez-vous pas la mauvaise habitude d'écrire portugois comme vous avez la mauvaise habitude d'écrire anglois? En un mot, UO, paraît-il pas évident que la meilleure méthode est d'écrire toujours par A ce qu'on prononce par A? A. Troisième personne au présent de l'indicatif du verbe avoir. C'est un défaut sans doute qu'un verbe ne soit qu'une seule lettre et qu'on exprime il a raison, il a de l'esprit, comme on exprime il est à Paris, il est à Lyon. Il a eu choquerait horriblement l'oreille. Si on n'y était pas accoutumé, plusieurs écrivains se servent souvent de cette phrase, la différence qu'il y a, la distance qu'il y a entre eux, et il, rien de plus languissant à la fois et de plus rude. N'est-il pas aisé d'éviter cette imperfection du langage en disant simplement la distance, la différence entre eux? À quoi bon ce qu'il est, cet il y a, qui rendent le discours sec et diffus, et qui réunissent ainsi les plus grands défauts? Ne faut-il pas surtout éviter le concours de deux A? Il va à Paris, il a Antoine en aversion. 3 et 4 A sont insupportables. Il va à Amiens et de là à Arques. La poésie française proscrit ce heurtement de voyelles. Gardez qu'une voyelle, à courir trop hâtée, ne soit d'une voyelle en son chemin heurté. Les Italiens ont été obligés de se permettre cet achoppement de sons qui détruisent l'harmonie naturelle. Ces hiatus, ces bâillements que les latins étaient soigneux d'éviter. Pétrarque ne fait nulle difficulté de dire Movesil vescierel canuto y bianco, del doce loco ova sua esta fornita. L'Arioste a dit Non sa quel sia amor, dovia fortuna alla cristiana fede, tanto giro che vene a una riviera, altra avventura buona
Rinaldo accade. Cette malheureuse cacophonie est nécessaire en italien, parce que la plus grande partie des mots de cette langue se termine en A, E, I, O, U. Le latin, qui possède une infinité de terminaisons, ne pouvait guère admettre un pareil heurtement de voyelles, et la langue française est encore en cela plus circonspecte et plus sévère que le latin. Vous voyez très rarement dans Virgile une voyelle suivie d'un mot commençant par une voyelle. Ce n'est que dans un petit nombre d'occasions où il faut exprimer quelque désordre de l'esprit. Arma amen capio. Ou lorsque deux spondées peignent un lieu vaste et désert. Homère, il est vrai, ne s'ajusait-il pas à cette règle de l'harmonie qui rejette le concours des voyelles et surtout des A. Les finesses de l'art n'étaient pas encore connues de son temps, et Homère était au-dessus de ces finesses. Mais ces vers les plus harmonieux sont ceux qui sont composés d'un assemblage heureux de voyelles et de consonnes. C'est ce que Boileau recommande dès le premier chant de l'art poétique. La lettre A, chez presque toutes les nations, devient une lettre sacrée parce qu'elle était la première. Les Égyptiens joignirent cette superstition à tant d'autres. De là vient que les Grecs d'Alexandrie l'appelaient Hier Alpha. Et comme oméga était la dernière lettre, ces mots alpha et oméga signifièrent le complément de toute chose. Ce fut l'origine de la Kabbale et de plus d'une mystérieuse démence. Les lettres servaient de chiffres et de notes de musique. Jugez quelle foule de connaissances secrètes cela produisit. A, B, C, D, E, F, G étaient les cieux. L'harmonie des sphères célestes était composée des 7 premières lettres, et un acrostiche rendait raison de toutes les vénérables antiquités.